Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine en direct ce soir, encore et toujours la politique, notamment l'analyse du discours du président de la République, le premier après la proclamation des résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. Discours suivi de la rencontre entre les présidents Ouattara et Henri Konan Bédié au Golf Hotel. Premier signe de décrispation. On parlera aussi de la situation de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont le retour serait imminent selon plusieurs sources. Enfin, on marquera un arrêt en bateau, cette ville jadis paisible, devenue malheureusement le nid de violence intercommunautaire avec son lot de dégâts et de victimes. Voilà pour les grandes lignes de ce 360. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Blé Guiraud Debadia. Il est le secrétaire général de l'UDPCI. Monsieur Abel Dioré, honorable Abel Dioré, député RHDP. Marie-Gisèle Nguessan, journaliste. Antoine Assaleti-Moko, habitué de cette émission, journaliste, directeur général de l'Éléphant déchaîné. Un autre habitué, Guillaume Bateau, journaliste, secrétaire général du SYNAPSI, qui est le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Enfin, Franck Etienne, lui également, il est journaliste. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Il faut que le calme revienne, le dialogue comme solution. Ce sont là les maîtres mots de la première allocution post-déclaration du Conseil constitutionnel du président de la République nouvellement réélu. Alassane Ouattara a appelé à un dialogue franc avec l'opposition ivoirienne. Dans le sujet qui va suivre, l'analyste politique Claude Naï-Prégnon décrypte cette sortie du chef de l'État et évoque son impact dans un contexte sociopolitique délicat. Un sujet de Salif Aleko et Ronan Zeba que vous aurez tout le plaisir et le loisir de commenter juste après. Le président Alassane Ouattara était face à la nation lundi soir. Un discours officiel, le premier après la proclamation par le Conseil constitutionnel de sa victoire à la suite de la présidentielle du 31 octobre dernier, avec 94,27% des voix, une élection marquée par le boycott d'une partie de l'opposition ivoirienne qui avait appelé à la désobéissance civile. Ce spécialiste et politologue salue ce discours d'apaisement dans un contexte sociopolitique tendu. Le discours, au-delà des autres aspects purement politiques, au niveau social, c'est un discours qui appelle tous les Ivoiriens à la paix. Et donc, c'est un élément essentiel à relever par rapport à la situation actuelle que vit la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin d'actes parce qu'aujourd'hui, les arrestations des personnalités politiques de l'opposition, c'est vrai que c'est dans le cadre d'une information judiciaire, mais il reste que la crise est éminemment politique et le président gagnerait à aller dans le sens d'une solution politique à la crise. Pour l'enseignant-chercheur, il est urgent que la classe politique s'investisse à fond pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son lustre d'antan. Un dépassement de soi s'impose. Il faut proscrire la violence politique parce que la démocratie se nourrit de paix. Et aujourd'hui, il faut faire la promotion des institutions démocratiques. Aussi bien de la part des autorités qui ont en charge les affaires de l'État que de la part de l'opposition. Il faut de la responsabilité politique. Pour les gouvernants, il faut créer des conditions idoines de démocratie. Et pour l'opposition, il faut privilégier la voie du suffrage universel. Nous, on ne peut qu'appeler à la retenue. Pour rappel, le Conseil constitutionnel ivoirien a déclaré irrégulier lundi l'élection présidentielle du 31 octobre dernier et a confirmé la réélection du président sortant, Alassane Ouattara. Blé Guiraud Debadia, vous êtes le secrétaire général de l'UDPCI. Vous faites partie des partis politiques qui ont appelé, qui ont lancé le mot d'ordre de désobéissance civile. Aujourd'hui, après tous les événements qu'on a connus, le président Ouattara veut ouvrir une nouvelle ère faite de dialogue. Comment vous réagissez? Je voudrais, en prenant la parole ce soir, à vous d'abord vous dire merci, mais présenter nos excuses sincères à vous, nombreux auditeurs, à vous, nombreux téléspectateurs, à vos invités, qui la fois dernière ne m'ont pas vu lors de la dernière invitation. On a été pris de court par rapport à un problème de santé. Mais je voudrais dire que nous avons écouté attentivement la première sortie de M. Ouattara après les élections. Je voudrais vous dire tout ce qu'il a dit, on aurait pu le faire avant. Parce que, rappelez-vous, l'opinion est témoin. La classe politique ivoirienne n'a cessé d'appeler au dialogue.
d'appeler à nous asseoir autour d'une table pour qu'on parle des conditionnalités des élections. Si on l'avait fait avant, on aurait pu éviter tous ces morts en cascade. On aurait pu éviter tous ces désastres. Parce que c'est vraiment dramatique que la Côte d'Ivoire connaisse, pour une élection, de manière officielle, 85 morts et plusieurs blessés, sans compter les dégâts. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pour dire que j'ai écouté le discours. Le discours, donc, n'a pas... Si on l'avait fait avant, on n'avait pas fait ça. Maintenant, regardez, réalisez, réécoutez le discours de M. Alassane Ouattara. Il présente de manière sincère peut-être ses condoléances aux familles, mais il ne dit pas qu'il va ouvrir une enquête pour savoir, alors qu'on félicite les forces de l'ordre, les forces de sécurité et de défense, pour leur professionnalisme, on ne dit pas donc qui diandre a tué tous ces gens-là au moment où l'opposition que nous sommes, on manifeste aux mains nues. Qui a tué tout ce monde-là? Si l'armée, la police, la mairie ont fait un travail professionnel, qui donc les a tués? Nous, on sait que c'est les miliciens. On sait que c'est les hommes armés, c'est les microbes, entretenus par le pouvoir RHDP. Mais ça, le président pourrait dire qu'une enquête allait s'ouvrir pour que, véritablement, les auteurs soient punis et que les familles, là, aient l'apaisement du cœur. On a l'avantage d'avoir un cadre du RHDP sur le plateau. Honorable Abel Dioré, comment vous réagissez à ce que dit M. Bléguirao? Bien, je voudrais vous dire merci. Et d'emblée, pour cette prise de parole officielle, féliciter le président de la République, Alassane Ouattara, qui vient d'être élu donc, pour son premier mandat de la Troisième République. Donc je voudrais le féliciter. Et dire que nous avons tous écouté le discours que le président de la République a fait juste après que le Conseil constitutionnel ait donc confirmé son élection. Alors, je voudrais dire que c'est un discours d'apaisement, un discours de responsable, un discours de père de la nation. Parce que le père, c'est celui qui réunit, après qu'il y ait eu donc des divergences entre les fils et les filles de la famille. Donc, nous saluons son hauteur d'esprit. Voilà. Et nous saluons son génie politique. Nous saluons son génie politique. Parce que le génie politique se révèle au moment où tout le monde s'attend à la catastrophe. Ce qu'il y a eu comme tuerie provoquée, organisée par l'opposition, tout le monde s'attendait à ce qu'il durcisse le ton et qu'il fasse un holà sur ce qui est en train sur ces massacres qui sont en train d'être perpétrés par l'opposition. Mais nous avons vu que de façon responsable, il a tendu la main. Et cette fois-ci, cette main tendue a été saisie. Cette main tendue a été saisie. Très bien. Voilà. On aura l'occasion de revenir à vous. Franck Etienne. Merci, Ali. Moi, je voulais dire que le discours du président de la République était un discours classique. Le discours classique de quelqu'un qui sort d'une élection, qui a remporté l'élection, donc qui remercie toutes les institutions qui ont participé donc, à l'élection et qui essaie de tendre la main, félicite donc son adversaire. Donc c'était un discours classique. Le seul événement que je peux citer dans ce discours, ça a été qu'il appelle nommément le président Henri Konan Bédié, qui était candidat et qui n'est pas parti aux élections, qu'il appelle nommément à une rencontre, voilà, à une rencontre pour discuter. Et ça, c'est un pas qui a salué, mais pour rejoindre un peu Bléguirao, on peut se demander si ça ne devait pas être fait avant. Voilà, si ces deux leaders... Est-ce que l'initiative n'avait pas été annoncée avant aussi On ne l'a pas vu. En tout cas, moi... je laisse Franck Etienne terminer. Ouais, je veux dire, avant, je n'ai pas entendu le président appeler directement son aîné, Henri Konan Bédié, comme il a fait dans le discours. Dans le discours, il a été plus clair. Il a dit, j'invite mon aîné, Henri Konan Bédié, à nous rencontrer. Alors, si ça avait été fait avant,
peut-être qu'on aurait évité d'arriver à un certain nombre de... Antoine Saleh Timoko, est-ce que le chef de l'État n'avait pas lancé un appel à son aîné Henri Konan Bédié avant l'élection? Il semble qu'au cours d'une interview qu'il a accordée à des confrères extérieurs, il avait dit qu'il était disposé à rencontrer le président Bédié dans un endroit de son choix. Il avait dit ça clairement. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que comme en 1995, comme en 2000 et comme en 2010, notre pays, encore une fois, sort laminé d'une élection présidentielle, qui devrait normalement être un jeu démocratique où on y va pour vivre et non pour mourir. Et là, on en sort avec plusieurs morts, beaucoup de dégâts matériels, un pays balafré, affaissé, et les Ivoiriens, encore une fois, profondément divisés. Ça, c'est le premier constat qu'on fait. Le deuxième constat, c'est que le discours du chef de l'État s'inscrit dans l'air du temps. Et il a usé d'une tactique qui était d'aller à l'élection le 31 octobre. À côté, l'opposition a usé aussi d'une tactique qui était de tout faire pour empêcher cette élection. Finalement, elle s'est tenue. Il a été proclamé président. Il vient s'adresser aux Ivoiriens. Il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Donc, appeler à l'apaisement et tendre la main à son aîné, le président Bédié. D'ailleurs, à ce niveau, moi, il y a un souci parce que l'opposition, c'est un ensemble. Et il semble que ce discours-là doit être inclusif. Le dialogue doit être inclusif. Si on le lit seulement au président Bédié, même s'il est le porte-parole, je veux dire oui, c'est peut-être parce qu'il est la figure emblématique de cette opposition. Emblématique de l'opposition. Mais il faut que ce dialogue soit inclusif. Et ça ne peut pas se limiter aux hommes politiques. La société civile, les religieux, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est fractionnée. Donc on ne pourra pas encore une fois, comme en 2000 avec le Forum national qui a été une grande fois à l'escroquerie et au mensonge, il y a la mauvaise foi. Et comme en 2010, après la création de plusieurs structures pour la réconciliation, qui n'ont pas abouti à réconcilier les Ivoiriens, en 2020 encore, on ne peut pas continuer à Est-ce que la société civile elle-même, la société civile ivoirienne en l'État, prend toute la place qui lui revient dans les débats politiques, histoire de jouer le rôle qu'elle doit jouer? On ne pourra pas poser le principe de la réconciliation en Côte d'Ivoire si on ne s'intéresse pas à la valeur de la parole publique. Les acteurs politiques ivoiriens, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais leur parole n'a plus d'effet sur les Ivoiriens. Parce qu'on n'a plus en face un peuple unique, homogène, on a en face des peuples différents. Aujourd'hui, on a un peuple du FPI, on a un peuple du RIDP, on a un peuple du PDCI. Quand vous avez un peuple aussi fractionné, on ne peut pas faire la réconciliation en prenant des segments du peuple pour faire une réconciliation. Ce n'est pas possible. Donc, il faut y aller résolument et inclure tous les Ivoiriens en fait une fois pour qu'on y aille. Maintenant, M. Blé Diraoua disait que le chef de l'État n'a pas appelé à des enquêtes. Je pense qu'après le discours, il y a eu le procureur qui a dit que des enquêtes avaient été ouvertes. Et d'ailleurs, cette fois-ci, il va falloir qu'ensemble, politiques, journalistes, société civile, que nous tous, nous exigions des sanctions. Qu'enfin, on n'arrive plus à l'impunité par des raccourcis politiques pour que des gens qui ont brûlé, des gens qui ont tué, qui ont découpé des Ivoiriens à la machette, s'en tirent sans punition. Il va falloir cette fois-ci qu'il y ait de vraies sanctions, et dans tous les camps, pour que la justice soit le vrai élément qui permette d'aller à la réconciliation. Marie-Gisèle? Bien, merci Ali Diarasouba donc, de m'avoir invité à cette émission. Je retrouve ici des confrères journalistes, analystes et très heureusement des hommes politiques, des politiques. Alors, ce que je retiens comme mes confrères donc, du discours du chef de l'État, c'est l'appel au dialogue. Alors, vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 15 dimanche 15 novembre, qui est un jour particulier pour la Côte d'Ivoire. L'UNESCO a décrété le 21 septembre Journée internationale de la paix. C'est cela. Et la Côte d'Ivoire, parce qu'elle veut créer une marque, qui est la marque de la paix, a institué une journée nationale. Donc, ce qui nous fait en Côte d'Ivoire 2 journées pour enfoncer le clou. Si on était en entreprise, on dirait que c'est une marque. C'est en Côte d'Ivoire que vous trouvez la fondation de l'UNESCO pour la paix, à Yamoussoukro. C'est en Côte d'Ivoire que vous avez la basilique Notre-Dame de la paix. Alors, on n'a plus besoin de dire que l'État de Côte d'Ivoire veut que la paix soit sa marque. Dans ce cas-là, ne pas arriver à implanter la paix, c'est une forfaiture. C'est une forfaiture pour les politiques, c'est une forfaiture pour les intellectuels dont nous faisons partie, et une forfaiture aussi pour le peuple qui a sa part de responsabilité. Donc, ce que je retiendrai, donc, c'est le dialogue. On peut ne pas être d'accord
mais on peut trouver un point d'accord. Il n'est pas nécessaire que tous les fils de Côte d'Ivoire soient d'accord sur tous les sujets. Ça n'existe nulle part et la société univoque n'est pas un objectif à rechercher. Absolument. Nous sommes différents, nous avons nos points de vue. En baoulé, on dit, et le maire me rejoindra certainement dessus, Expliquez-nous. on ne s'arrête pas Traduction, s'il dans vous les plaît. maniants pour enlever les maniants. Le président Blé Guiraot parlait tout à l'heure d'enquête. Nous y souscrivons tous. Le chef de l'État a tendu la main à son aîné qui y a répondu. Mais allons-y une chose après l'autre. Je suis tout à fait d'accord avec le maire pour que toutes les crises qu'on a connues, enfin la justice puisse jouer tout son rôle. Mais pensez-vous, Ali, qu'on puisse mettre tous nos œufs dans le même panier? Aucunement. Dès l'instant où les deux chefs, c'est vrai que l'opposition est plurielle, mais nous relevons d'une culture où le droit d'aînesse et l'expérience ne sont pas une péremption, mais plutôt une valeur ajoutée. Le pouvoir, donc, représenté par le chef de l'État, et le président Henri Konan Bédié, représentant donc les plateformes de l'opposition, se sont rencontrés. Mais laissons-leur l'opportunité de donner l'agenda, de donner le mode opératoire. Une fois que l'agenda est en place, que le mode opératoire est en place, je suis sûr que toutes les questions y passeront. Et je reviens un peu sur l'intervention de M. Blé Guiraot, où j'ai vu beaucoup de rétrospectives. Il aurait fallu faire certaines choses avant qui n'ont pas été faites. C'est cela. Mais la vie des nations est comme la vie des couples. Vous vivez dans la maison avec votre femme ou votre époux, mais c'est des querelles à n'en point finir. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui vont fêter des noces d'acier, des noces d'étain, etc. Ça veut dire qu'ils ne sont pas toujours d'accord, mais du fait de la nécessité de vivre ensemble, ils trouvent un point d'accord. Absolument. Et c'est à cela que servent les témoins de mariage, d'ailleurs. Alors, concevons que les deux chefs se sont rencontrés, laissons-leur la latitude de l'agenda, quitte à ce que toutes les plateformes, qu'elles soient de l'opposition, du pouvoir, puissent après y inscrire toutes les préoccupations. Absolument. Je m'arrêterai là pour l'instant, Ali, puisque nous avons donc d'autres sujets. Diong Bato. Oui, moi je suis un peu, quand j'écoute mon confrère, je suis un peu perplexe. Pourquoi? Oui, et je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit qui vous rend perplexe? Oui, il demande qu'on sanctionne, qu'on arrête l'impunité. Sur le principe, je suis d'accord. Mais dans le cas actuel de la Côte d'Ivoire, qui il faut sanctionner? Parce que malheureusement, dans notre pays, on aime s'attaquer aux conséquences rapidement, en oubliant les causes. Tout ce cafouillage, mais c'est bien parce que le président de la République, et tout à l'heure lui-même il a dit, Assalé l'a dit, n'a pas respecté sa parole publique. Le président de la République n'a pas respecté la parole publique. Il n'a pas respecté la Constitution. À partir de ce moment, il a dit? Ah oui. Non, il a parlé de la parole publique. Il a dit il faut qu'en Côte d'Ivoire, on respecte la parole publique. Bon, d'accord, très bien. Alors, on laisse Diong Bato aller au bout de son idée, et puis, absolument, très bien. Il a dit clairement. Diong Bato termine. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, les hommes politiques respectent leur parole publique. Voilà. Et je dis... Comme il est là. Justement... Oui, il est là. Terminez, Guillaume. Je dis justement que nous sommes dans cette crise parce que la parole publique, la parole du chef de l'État n'a pas été respectée. Et à partir de ce moment, est-ce que le chef de l'État, il a aujourd'hui la légitimité nécessaire, moralement, pour sanctionner des conséquences de son propre acte? Moi, je m'interroge. Maintenant, quelqu'un a dit tout à l'heure, on aurait dû le faire avant. Oui, on aurait dû le faire avant. Et Ali a demandé est-ce que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Je rappelle que, jusque pendant le premier jour de sa campagne, le président continuait de se demander, on me demande de discuter avec les gens, mais on va se dire quoi? Ça a été devant tout le monde. Le premier jour de sa campagne a bloqué. Non, je confirme qu'au cours d'une interview, il a dit qu'il était disposé. Une interview avec nos confrères de France et de RFI. Alors, on ne va pas parler tous ensemble à la fois. Je termine, Terminez. Voilà, il faut... Avec le président Ouattara, finalement, on a un problème. On ne sait pas quand il veut vraiment discuter, parce que quand il dit dans l'interview, nous sommes pratiquement à une semaine de l'élection. Ouais. Alors que je vous rappelle que le premier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui demandait la réforme de la commission électorale, date de novembre 2016. Ça veut dire que depuis novembre 2016 et les interpellations, vous vous souvenez, vous avez vu, après le discours du chef de l'État, vous avez vu la réponse, la réaction du PDCI à travers son secrétaire exécutif par intérim, professeur Nyamke Kofi.
Parce que le président Ouattara semblait dire que oui, j'ai voulu discuter avec mon aîné, il n'a pas répondu. Mais le secrétaire exécutif du PDC a dit, nous avons écrit plusieurs courriers qui sont restés sans suite. Le dialogue politique a commencé avec le Premier ministre, père son âme, Amadou Gon. En janvier 2017, il y a eu plusieurs demandes. Et le président de la République, au début de sa campagne, commençait à se dire, mais on me demande de discuter avec ces gens. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire? Donc, vraiment, on aurait pu le faire avant. On se rend compte que la stratégie du chef d'État était justement de passer en force et après imposer une paix. Alors, vous avez titillé Saleh Timoko tout de suite. Je vais permettre de réagir. Je vais répondre. Je vais dire qu'il ne faut pas dénaturer les propos des gens et en tirer profit pour faire un débat. J'ai dit que le chef d'État s'est exprimé. Il s'est adressé aux Ivoiriens. Mais le peuple de Côte d'Ivoire n'est plus un peuple uni, c'est un peuple qui est fractionné. Parce que la parole publique s'est affaissée. Je suis d'accord. Écoute-moi très bien. Ouais. Donc, je ne fais pas indication directement au président, lui seul. Quand je parle de la parole publique s'est affaissée, c'est l'ensemble de la classe politique ivoirienne dont la parole publique ne tient plus debout. Il est le garant. Monsieur, attendez, soyons bien d'accord. C'est moi qui distribue la parole. Terminé. Laissez-moi finir. Quand le président Ouattara dit qu'il ne se présente plus à un troisième mandat, et qu'après, il revient sur sa décision pour y aller, son camp peut accepter la décision parce que ça l'arrange, mais il y a des Ivoiriens qui n'acceptent pas parce qu'il revient sur une parole publique. C'est un fait. Quand le président Bédié dit qu'à 80 ans, on n'a plus la force intellectuelle ni physique de diriger un pays, et que lui ne ferait pas comme tout le monde pour se présenter à 80 ans, et qu'à 86 ans, il est candidat, c'est une parole publique qui s'affaisse. Le PDC peut être d'accord, mais les Ivoiriens peuvent dire que M. Bédié n'a pas tenu sa parole. C'est un fait. Quand M. Babo Laurent dit qu'à 75 ans, on ne doit plus se présenter parce qu'on est tout le temps malade, et qu'à 76 ans bientôt, il est candidat, c'est une parole publique qui s'affaisse. Les gens du FPI peuvent accepter, mais des Ivoiriens peuvent dire qu'il n'a pas répondu. C'est ce qu'il a dit. Donc, je ne parle pas d'un seul individu, je parle de la classe politique ivoirienne dont la parole, au fil des années, s'est affaissée parce que les Ivoiriens ont compris que cette classe politique-là, elle s'arrange toujours pour s'entendre sur ses intérêts et c'est les Ivoiriens qui sont toujours les victimes. Voilà l'explication que je voulais donner par rapport à ce qu'il a dit. D'accord, on ne va pas faire un jeu de ping-pong entre vous deux. Franck Etienne. Non, moi, sincèrement, je suis d'accord avec Saleh Timoko. La valeur, la parole publique a perdu de sa valeur. Alors, c'est vrai que lui, il fait un jeu de mots, il indexe tout le monde, tout et tout. C'est vrai, parce que là, c'est parce que chacun de ces leaders-là n'a pas peut-être respecté sa parole qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Mais en premier, le président de la République qui a... Je veux dire, c'est depuis l'annonce de sa candidature à un troisième mandat que les choses ont commencé. C'est pour ça que je suis souvent surpris quand aujourd'hui on est en train de parler des conséquences de la crise sans forcément retourner aux causes. Mais si en Côte d'Ivoire, apprenons désormais sincèrement à revenir aux causes. Tout à l'heure, Anne-Marie parlait de rétrospective. Marie-Gisèle parlait de rétrospective. Mais restons dans la rétrospective quand on veut régler les problèmes. Cherchons les causes. Parce que cette crise-là, le plus faux devin au monde aurait prévu ça. Très bien. Abel Djoré, vous voulez réagir? Je voulais rebondir. Je vous redonne la parole tout de suite. Je reviens à vous tout de suite. S'il vous plaît. Je voudrais qu'on recentre le débat et qu'on sache bien de quoi nous parlons. Absolument. Il faut qu'on sache de quoi nous parlons. C'est cela. Nous sommes en train de nous prononcer sur le discours du président de la République après que le Conseil constitutionnel ait proclamé les résultats définitifs de l'élection du président de la République le 31 octobre 2020. C'est cela. Nous sommes donc en train de nous prononcer là-dessus, nous sommes en train de l'analyser. Tout à fait. Je voudrais que les choses soient claires. D'abord, le président de la République, Alassane Ouattara, ne s'est pas présenté à un troisième mandat. Il s'est présenté au premier mandat de la Troisième République. Mais il faut que ce soit clair. Il faut qu'une fois pour de bon, les gens comprennent qu'il ne faut pas avoir une mémoire sélective et prendre des choses qui nous arrangent pour faire avancer donc, tout le monde. Voilà. Très bien. Je voudrais dire cela. Très bien. Maintenant, la légitimité... Non, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Vous leur accordez suffisamment de temps. Non, je leur demande de se calmer. Voilà, il faut que chacun se calme la parole. pour qu'on se dise ce qu'on a Allez-y, honorable. dire. Allez-y. Voilà. Vous avez la parole, honorable. Donc, je voudrais dire que le président de la République n'est pas revenu sur une parole. Le président de la République a eu l'intention de sortir du jeu politique. Il a eu l'intention et il a acté cette intention
en désignant son successeur, qui était donc le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais il n'est pas le gestionnaire du temps et du destin. Le destin en a décidé autrement, et nous, les cadres du RHDP, nous lui avons fait appel pour qu'il se présente. Et c'est ce qu'il a fait. Et je l'ai dit ailleurs, et je le répète ici, s'il ne l'avait pas accepté, mais on serait allé le chercher là où il est. Parce que c'est à quoi nous avons assisté? C'était quoi? Mais voilà des gens qui ont créé une opposition artificielle. Mais je dis bien artificielle. Qui ont lancé des mots d'ordre des désobéissances civiles et du boycott actif. Mais quand on lance un mot d'ordre de désobéissance civile, mais ça veut dire qu'on veut rallier les Ivoiriens à sa cause, sans brutalité, sans violence. Quand, à certains endroits et sous d'autres cieux, les gens lancent le mot d'ordre de ville morte, mais ils ne vont pas barricader les portes des citoyens. Mais les citoyens qui se sentent dans ces mots d'ordre, mais restent chez eux et de façon tranquille, l'on observe qu'il y a du répondant dans ceux qui ont lancé le mot d'ordre. Ce que vous dites. Mais ce à quoi nous avons assisté, c'est du brigandage. L'opposition n'a pas été suivie parce qu'elle n'avait pas du répondant. Donc il a fallu donner dans la violence pour pouvoir respecter, obliger les Ivoiriens à donc respecter leur mot d'ordre des désobéissances civiles. Et c'est ça qui nous a conduits. Donc je suis heureux. Je suis heureux que Bléguirao nous parle d'enquête, mais moi je vais parler de situation de responsabilité. Et nous situerons les responsabilités. Donc, que les gens ne s'empressent pas. Pas à pas, le procureur de la République, qui a été saisi par le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, fera son travail, les enquêtes se suivront et seront poursuivis et les responsabilités seront situées. Et le président de la République a l'un des moyens. Très bien. Monsieur, non, je vais vous donner la parole. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'on ne peut pas reprendre aujourd'hui, là maintenant, le 15 novembre, le débat sur la constitutionnalité ou l'anticonstitutionnalité de la candidature de président Ouattara? Oui, on ne peut pas refaire le débat. Non, je vous donne la parole tout de suite. Guillaume Bateau, vous avez pris part à plusieurs émissions. On en a parlé, mais on ne va pas refaire le débat aujourd'hui, sinon tous les sujets, on ne pourra pas les épuiser. Oui, non, mais vous m'aviez donné la parole. Young Bateau, en une minute. Je ne sais pas pourquoi on s'éternise sur ce débat. D'accord. Mais pour dire, moi je suis content que l'honorable Abel Dioré soit en face de moi. Mais l'honorable Abel Dioré est un cas de l'ex-rébellion. C'est quoi le rapport? Non, je veux, parce que quand on parle de situer les responsabilités... Je ne renie pas mon passé. Ah oui. Non, mais c'est important. Honorable, laissez-le parler, s'il vous plaît. Alors, messieurs, je veux être précis. Young Bateau, rapidement. Je dis mon histoire, je l'assume. Honorable, c'est bien entendu. Je veux dire ceci. On peut y aller, ceci étant. Honorable, merci. Je veux dire ceci. Ce qu'on souhaite pour les autres, il faut qu'on soit en mesure de le souhaiter pour soi-même. Parce que si on pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une catégorie d'Ivoiriens qui peut se permettre de prendre des armes, attenter à la sécurité des institutions. Le président nous avait promis une enquête sur la rébellion. L'enquête n'a jamais eu lieu. Guillaume, vous êtes bien d'accord que vous me ramenez en arrière. Marie-Gisèle, on dit ça. Marie-Gisèle, allez-y. C'est moi qui ai la parole. Marie-Gisèle, non, je reviens à vous, Marie-Gisèle, allez-y. Alors, Ali, voyez-vous, je reviens à mon propos de départ. Oui. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à un débat où il y a plusieurs sujets, mais qui se résume à mon sens à deux choses. Rétrospective contre prospective. Tout à l'heure, Étienne me citait, je l'ai bien dit, la rétrospective est nécessaire, mais quelle est la prospective? On y arrivera. Alors, nous sommes dans l'urgence, Étienne. Nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence et je vais m'expliquer. Voyez-vous, depuis le 31 octobre et même bien avant cela, les Ivoiriens ont le souffle suspendu. Quand vous marchez dans la rue, vous regardez derrière vous. Il y a un sentiment d'insécurité qui plane sur Abidjan. Il y a un silence assourdissant. Cela détermine l'urgence dans laquelle nous sommes. Alors, dire que nous sommes dans l'urgence ne veut pas dire qu'il faille que nous nous précipitions pour régler cette crise. Mais si nous restons dans la rétrospective, voilà-t-il que Guillaume... En parenthèse, Marie-Gisèle, dans la rétrospective, tout le monde a tort, hein? Tout le monde a une part de tort. Voilà, donc si on veut y rester, on va pas avancer. La rétrospective, on ne sera... je ne parle pas de nous, nous sommes des analystes, nous campons les situations. C'est cela. Mais tout
tout le monde n'aura jamais raison. Blé Guiraot ne pensera jamais que l'honorable Abel a raison. L'honorable Bakayoro ne trouvera jamais que l'UDPCI a raison. Mais c'est ce que je disais d'entrée de jeu. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit d'accord. Ce n'est pas nécessaire qu'il pense que lui a raison, que l'autre pense a raison. Et je trouve que, et c'est cela le reproche que je fais à la classe politique, c'est la diatribe politicienne. Et c'est cela qui enfonce notre pays. Parce que, Ali, voyez-vous, la politique telle que définie par la Grecque antique, c'est la gestion des choses de la cité. Absolument. La diatribe politicienne et la politique sont deux choses. Les politiciens se sont accaparés la politique. Eh bien, s'ils ont réussi cet exercice, c'est parce que l'intelligentsia a fui sa place. Et nous en faisons partie. Il faut nécessairement que les intellectuels s'emparent du débat politique. Il faut que les sociologues, les psychologues, les juristes, ils y sont déjà, les historiens et nous-mêmes analystes politiques, nous nous en emparions. Je me félicite de cet appel, parce que nous nous en emparions, s'il vous plaît, Monsieur le Président, que nous nous en emparions. Parce que les politiciens nous ont donné le sentiment, et nous l'avons accepté comme si c'était une vérité d'évangile, mais que non. La politique nous concerne tous. Il faut créer des cadres où les politiques appellent à eux les intellectuels. Il y en a pléthore dans nos universités et dans nos rédactions. Et il faut que nous-mêmes, intellectuels, nous demandions certains rendez-vous pour aller nous prononcer. Voyez-vous, Ali, les démocraties occidentales que nous apprécions tant, mais les intellectuels prennent la parole. Ils n'attendent pas qu'on la leur donne. Ils assument leur prise de position. Et ils assument leur prise de position et ils signent des tribunes. S'il vous plaît, Président, j'ai la parole. S'il vous plaît. Termine en 30 secondes. Terminez, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, si nous sommes d'accord qu'il y a crise et que les crises font partie des vies de la nation, qu'est-ce qu'on fait? Voilà pour moi l'essentiel. Cela ne veut pas dire, Blé Guiraot, qu'il n'y a pas eu exaction dans le passé. Cela ne veut pas dire qu'il y a des paroles publiques qui n'ont pas été respectées. Le disant, ce n'est pas cela qu'on dit. Mais on dit, nous sommes une nation, nous venons de connaître une crise où une partie de la population pense qu'elle a raison et l'autre dit, moi j'ai raison. Tout à l'heure, vous avez dit un mot, les exactions, s'il vous plaît, je terminerai là, c'est la première fois, l'une des premières fois qu'une femme vient, ne me brimez pas. Vous avez dit tout à l'heure, on sait qu'il y a eu des exactions et on sait que c'est telle catégorie de personnes qui les ont exercées. Mais le pouvoir vous dira non. Nous ne pensons pas, tout à l'heure l'honorable l'a dit, il a utilisé le mot de brigandage organisé par les États. Très bien. Donc on ne sera jamais d'accord sur les thèmes, il faut qu'on aille à la prospective. Blé Guiraot, est-ce que vous estimez que dans toutes les violences qu'il y a eu, l'opposition n'a pas sa part de responsabilité? Avant de répondre à votre question, qui est déjà négative, je voulais dire deux petites choses. La première des choses, on est face aux Ivoiriens, on a un devoir de leur dire la vérité. Le 17 août, à Bouaké, M. Alassane Ouattara a dit que l'opposition lui demande de discuter. Il a dit de quoi et avec qui? Il a, en des termes péjoratifs, minimisé l'appel de l'opposition à nous asseoir pour discuter sur les futures élections qui déjà, et tout à l'heure le frère l'a dit, on n'a pas besoin d'être devin, tout le monde savait que les élections qui arrivaient étaient un problème. Pourquoi problème? Et c'est pour ça qu'il veut regarder droit dans les yeux de mon aîné Abel Doré. Lui et moi, le RHDP, lui et moi, on a battu la campagne pour la nouvelle constitution. Lui et moi, on a fait les villes et villages de Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens, votez la nouvelle constitution parce que le président Ouattara n'est pas candidat. Non, moi, je n'ai jamais fait campagne pour ça. C'est écrit là-dessus. Non, c'est écrit sur les papiers qu'on avait. Je suis désolé. C'est écrit sur les papiers qu'on avait. Non. Blé Guiraot, on va avancer. Vous avez attiré son attention, il dit qu'il ne se reconnaît pas dedans. Donc vous terminez. Il dit soit c'est un témoin, les papiers, les prospectus, sur le RHDPFR, c'est écrit là-dessus. Ouattara n'est pas candidat. Et quand le ministre de la Justice va dire à l'Assemblée. Là, on est en train de revenir encore sur ce débat. On ne revient pas. Pour dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Deuxièmement, parce qu'il a dit un mot important, il dit le président n'avait pas l'intention. Mais le président allait au-delà des intentions. Parce qu'il allait devant les deux chambres du Parlement pour dire qu'il ne serait pas candidat. Et quand il revient, on a dépassé le temps de détention, il a voulu être candidat. Très bien. Mais ça, ce n'est pas le problème. Mais je voulais terminer. S'il vous plaît. Allez, s'il te plaît. Oui. Avant de continuer, je suis syndicaliste de formation. Une ville morte et la désobéissance civile, c'est deux choses différentes. Je le dis ça à mon aîné. C'est deux choses différentes. Une ville morte,
on demande aux Ivoiriens, aux populations de rester chez elles. Mais la désobéissance civile, c'est d'empêcher par tous les moyens le fonctionnement normal de l'État. Je suis désolé. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Non, je suis désolé. Mais vous avez dit non. Les moyens de paix. Par tous les moyens de paix inscrits dans la Constitution. Là, tu viens. Monsieur, s'il vous plaît. Abel Dioré, Blé Guiraud, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Dioré, je vous donne la parole dès qu'il finit. Terminez. Je voulais dire à Abel Dioré que nos déclarations depuis le début sont là. On invite nos militants par tous les moyens à appliquer le mode de désobéissance civile dans la paix et que la paix... Mais quand vous dites par tous les moyens, qu'un voisin veut empêcher son autre voisin d'aller voter, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'affrontement? Par tous les moyens, non, ça veut dire quoi? Et vous l'avez vu, et c'est ça qui nous réjouit. Alassane Ouattara, dans son discours, a félicité les forces de l'ordre, les forces de sécurité et de défense. La question, est-ce que c'est l'opposition qui a tué ses propres militants? Est-ce que c'est l'opposition qui a tué ses propres militants? Donc ça veut dire que si les forces de sécurité et de défense sont félicitées, c'est que quelque part, il y a une force parallèle entretenue par le RHDP qui a tué ces gens et simplement demande une enquête. Mais je termine par quoi, M. Ali? On est sur un plateau important, c'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est pas pour nous-mêmes. Et j'étais heureux quand quelqu'un a dit, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour demain, pour après-demain. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est fracturée. Par la cause des politiques que vous êtes. Par la cause du non-respect de la parole donnée. Qui concerne toute la classe politique. Tout le monde l'a dit, pas tout le monde. Mais dans un village, il y a un chef. Dans une famille, il y a un père que tout le monde copie. Quand le chef de l'État ne respecte pas la parole, ne vous étonnez pas que les gens ne le suivent pas. Très bien. Mais je voulais dire, M. Ali, qu'aujourd'hui là, nous sommes pour la paix. Et le président Bédié, président de la CDP, président de toute l'opposition, est accepté. On en parle dans un instant. Accepté. On parle de la rencontre entre le président Ouattara et le président Bédié dans la deuxième partie de cette émission terminée. Je termine par dire que nous, opposition, aujourd'hui, nous avons toujours appelé à un dialogue. Donc vous êtes ouvert au dialogue? Au dialogue. C'est entendu. Mais un dialogue franc et sincère. Un dialogue franc, mais ce n'est pas ce que ceux qui sont en face de nous veulent. D'accord, on en reviendra. Abel Dioré, vous réagissez rapidement et puis on passe au prochain sujet. Non. Je voudrais dire qu'il faut éviter de faire de l'escroquerie politique. Voilà, c'est ça. C'est pas nécessaire. Nous sommes face à la nation, nous sommes face aux Ivoiriens. Nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. Et nous savons tellement ce qui s'est passé que nous avons suivi de près le déroulement des choses. Et nous accusons de façon formelle l'opposition d'avoir organisé la tuerie des Ivoiriens. Vous savez, M. Ali Dierasouba, l'opposition s'est fabriquée dans sa tête une démarche incohérente, inconséquente. C'est-à-dire, on n'est pas dans la nation, il y a la modération, on n'est pas dans la nation, il n'est qu'à mesurer ses propos. D'accord, très bien. Non, on lui laisse l'entière responsabilité de... L'arrogance, c'est fait que c'est entendu, monsieur. L'arrogance. S'il vous plaît, on vous a bien entendu. Il ne peut pas dire aux gens, à des pères de famille, à des gens qui nourrissent pas, qu'ils sont D'accord, c'est entendu. On le laisse terminer. Si vous avez des choses à lui reprocher, vous lui reprochez. Monsieur Dioré, terminez rapidement, terminez. Monsieur Blé Guiraud, s'il vous plaît. C'est moi qui donne la parole, s'il vous plaît. On ne peut pas appeler des citoyens dans une république régie par des lois à des manifestations ou bien à des prises de pouvoir par tous les moyens. S'il vous plaît, monsieur Guiraud, s'il vous plaît. Vous avez fait... Monsieur Dioré, terminez rapidement, terminez, s'il vous plaît, terminez. Je voudrais dire que nous avons suivi de bout en bout leur organisation. Le 9 octobre, c'est-à-dire la veille de leur... meeting au stade Houphouët-Boigny. Mais cette opposition a produit donc une démarche qui devrait être suivie pour qu'ils arrivent à leur fin. Leur fin qui était donc la mise en place de leur CNT. Nous avons suivi. Et nous avons, de façon franche et réelle, constaté qu'ils emmenaient les Ivoiriens à l'abattoir. Parce que quand on lance un appel pour que les gens manifestent par tous les moyens pour la prise du pouvoir, mais c'est à une insurrection qu'on appelle.
Ce n'est pas une désobéissance civile. Pas la première fois. S'il vous plaît. Non, même si ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, mais c'est parce que- cette fois-ci, ça ne peut pas, ça devait pas se Terminé, passer M. comme Dioré, ça. terminé. Donc, je voudrais dire que les élections ont eu lieu, et je veux qu'on revienne à ça. Les élections ont eu lieu, le président de la République, Alassane Ouattara, a gagné, il a fait un discours à la nation. Au cours de ce discours, en bon père de famille, il a donc appelé au rassemblement, à l'apaisement. Il a tendu la main à son aîné, le président Henri Konan Bédié, qui l'a saisi cette fois-ci, et ils se sont rencontrés. Nous disons, Dieu merci, et nous souhaitons que cette opposition revienne à la raison, revienne sur terre, pour que nous construisions ensemble la Côte d'Ivoire. Très bien. Et ce sera le vœu du président de la République. Très bien. Le président de la République, s'il vous plaît, quand il prend cette position, mais il nous prend à défaut, nous les cadres du RHDP. Oui. Parce que vous n'étiez pas de cet avis? Non, pas forcément. Pas forcément de cet avis. vous On ne peut pas tuer les Ivoiriens impunément parce que des gens ont pour intention de prendre le pouvoir. Non, il y a un mode pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est par les urnes. C'est entendu. Voilà. Antoine Assalé Timoko. Non, moi, S'il vous plaît, Antoine Assalé on Timoko. est en face des Ivoiriens. Oui. Et je pense que le constat est fait Allez-y. que, au sortir de cette élection-là, nous sommes dans une réalité. L'effondrement de la classe politique ivoirienne, dans toute sa totalité. M. Blé Dirao, qui est en face de nous, était, il y a à peine 10 mois, au RHDP. C'est ça. M. Abel Dioré, il y a quelques années, a été dans une autre configuration. C'est dans la rébellion, il faut être Voilà. précis. Non, il faut dire les choses. Il faut être précis. Monsieur, s'il vous plaît, quand l'un parle, laissez-le aller au bout. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Laissez-le aller au bout. S'il vous plaît, Antoine Assalé Timoko, c'est lui qui a la parole. Configuration par rapport à la rébellion. Laissez-moi finir mes phrases. Je veux dire qu'il y a un effondrement total de la classe politique ivoirienne qui a échoué sur toute la ligne. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont complètement déroutés. Monsieur Blé Dirao, quand vous dites que vous avez appelé à la désobéissance civile, la désobéissance civile n'est pas un droit constitutionnel. C'est très clair. Vous le pensez? Aller marcher, déclarer et aller marcher, c'est un droit constitutionnel. Aller manifester dans un endroit fermé, déclarer, autoriser, c'est un droit constitutionnel. Quand on dit désobéissance civile, il faut que vous alliez sur le terrain pour expliquer aux Ivoiriens en quoi cela consiste. On l'a fait. Tantôt vous dites que c'est une désobéissance civile pacifique, tantôt vous dites c'est avec tous les moyens. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Non, quand on dit par tous les moyens, il faut aller expliquer aux Ivoiriens en quoi ça consiste. Parce qu'un Ivoirien qui va retirer sa carte d'électeur, c'est un droit constitutionnel. Quand vous demandez à son voisin de l'empêcher d'aller prendre sa carte d'électeur, ce voisin-là, il est en faute pénale. Vous comprenez? Ça ne peut déboucher que sur la guerre. Maintenant, ce qu'il faut dire, puisqu'il faut que la justice nous réconcilie, aller manifester, c'est un droit. Prendre une machette pour aller découper des gens qui manifestent, c'est un crime. Il faut que ces gens-là soient recherchés, retrouvés, jugés et punis. Ça, on est d'accord. On est d'accord dessus. Aller brûler un bus, ce n'est pas de la désobéissance civile, c'est un acte criminel. Il faut qu'on les recherche et qu'on les punisse. Et violer la Constitution. Qui a violé la Constitution? Alors, monsieur Abel Dioré, Franck Etienne, On n'a pas violé la s'il vous plaît, oui, terminé. Monsieur Blé Dirao, ce que vous faites, ça s'appelle couper les cheveux en quatre. D'accord? Laissez un citoyen faire son raisonnement, après vous prenez la parole pour dire ce que vous avez vu. C'est lui qui va couper. Moi, S'il vous plaît, monsieur Guiraud, merci. Je suis cohérent, Oui, je ne terminé. pas couper, je suis cohérent. Un citoyen s'exprime, il dit que dans tous les camps, il y a des gens qui ont commis des actes qui ne sont pas acceptables dans un pays normal. Ça, on est d'accord. Et il faut que la justice, pour une fois, ne tergiverse pas, qu'on retrouve, même s'il y a un dialogue politique qui arrive, mais qu'on retrouve tous ceux qui ont pris des machettes, où qu'ils se trouvent, qu'on les prenne et qu'on les juge. Voilà comment on va construire un état de droit. C'est ce que moi je voulais On en dire. a parlé sans voir les images. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont brisé la glace de la méfiance mercredi. Les deux leaders politiques se sont parlé mercredi après-midi dans l'enceinte du Golf Hotel d'Abidjan. Un tête-à-tête qui sonne le début, peut-être, du dialogue entre l'actuel président de la République et l'ex-chef d'État et, de façon générale, la décrispation du climat sociopolitique ivoirien. Le reportage de Pierre Dipomelin et Fulgence Kissiedo. Ils ne s'étaient pas parlé depuis plusieurs mois.
Le mur de la méfiance, mais aussi de la défiance, est désormais brisé après ce tête-à-tête entre le président de la République Alassane Ouattara et celui qu'il appelle son aîné, l'ancien chef d'État ivoirien et président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Le lieu choisi est bien symbolique, l'hôtel du Golfe, là où deux hommes ont mené un combat commun dans un passé récent, à la conquête du pouvoir d'État. Un peu plus de 30 minutes d'échange pour asseoir les bases d'un dialogue permanent au prix de la paix. Une paix particulièrement éprouvée avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Et ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance est rétablie. Par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Cet acte de décrispation fait suite à la main tendue du président de la République, Alassane Ouattara, lors de son adresse aux Ivoiriens au lendemain de sa réélection. Notons que les violences qui ont eu cours ces dernières semaines ont fait 85 morts, 485 interpellés, 167 inculpés, dont 45 sous mandat de dépôt, selon le porte-parole du gouvernement. Sans nul doute, cette rencontre entre les deux hommes sera suivie d'actes forts de décrispation pour définitivement dissiper les nuages sombres dans le ciel ivoirien. Dissiper les nuages sombres dans le ciel ivoirien, c'est le moins qu'on puisse dire. Messieurs, madame, je me rends compte que vous voulez tous réagir. Ce sera juste après la petite pause que nous allons marquer maintenant. Retour sur le plateau de NCI 360. Chers invités, tout à l'heure, nous avons vu le reportage sur la rencontre qui a décrispé un peu le climat politique ivoirien entre les présidents Ouattara et Henri Konan Bédié. Franck Etienne. Mais c'est une image qui est parlante. Elle vous a donné de l'espoir? Elle a redonné de l'espoir à beaucoup d'Ivoiriens. Mais par contre, moi, je me pose une petite question. Est-ce que objectivement, on peut avoir confiance en ce rapprochement? Objectivement. Pourquoi pas? Parce que, pour en revenir un peu au discours du chef de l'État, il a dit dans son discours, parce que peut-être ça aussi on a omis de le dire, il a dit dans son discours qu'il a rassuré les victimes que les responsabilités seraient situées et que les coupables, en tout cas, seront poursuivis. Il l'a dit dans son discours. Alors, quand il finit de dire ça, moi je fais une sorte de translation. Les victimes sont victimes de quoi? Et pourquoi? Parce que simplement, deux camps, l'opposition et le RHDP, ont crispé le débat, sont allés dans un bras de fer, et c'est ce bras de fer-là qui a créé les victimes. Alors, il a dit dans son discours que les coupables seront poursuivis, ainsi que leurs complices. Donc, par complices, il faut entendre aussi les commanditaires. Alors, si le parti au pouvoir considère donc que c'est l'opposition qui a massacré les Ivoiriens, 85 morts officiellement, si le parti au pouvoir considère que c'est l'opposition qui les a massacrés, alors c'est Henri Konan Bédié le chef bandit. Voilà, parce que c'est Henri Konan Bédié qui a prêté sa maison pour faire des réunions pour le CNT. C'est Henri Konan Bédié, c'est sous la bénédiction d'Henri Konan Bédié que c'est lui-même qui a lancé le premier mot d'ordre de désobéissance civile. Donc c'est lui le chef bandit. Si l'opposition... Vous avez l'impression qu'il y a un retour vers l'impunité encore une fois? Si l'opposition considère
que Alassane Ouattara, parce qu'il s'est porté candidat pour un 3e mandat, ça a déclenché tout ce que ça a déclenché, ça veut dire que pour l'opposition, Alassane Ouattara était chef bandit. Donc, on va se retrouver, je veux dire, les deux personnalités-là, leur réconciliation, ça sera peut-être revenir au RHDP avant l'heure des amours, et puis peut-être que la Côte d'Ivoire va continuer encore à vivre sous le dictat donc, des politiciens. C'est pour cela que je... La parole est de ce côté. Voilà, c'est pour ça que je rejoins ce que Assalé Timoko avait dit en début. S'il vous plaît, il faut que, si on veut aller à une réconciliation vraie, il faut, c'est vrai, au-delà de situer les responsabilités, tout ça, il faut réussir à impliquer tous les Ivoiriens. Il faut réussir, il faut rechercher un autre schéma que ce schéma qui va encore mettre en avant les plus grands. On était passé aux 4 grands, après il y avait les 3 grands, à un moment donné on a eu même les 5 grands, et puis aujourd'hui on a les 2 grands bandits, par exemple. Marie-Gisèle Nguessan, vous qui êtes férue d'analyse prospective, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié se sont rencontrés cette semaine, ça a décrispé l'atmosphère sociopolitique. C'est quoi la suite ? Alors, j'ai été heureuse de ce thème comme vous me l'avez envoyé. Ouattara, Bédié et après. Mais après la nécessaire paix. Et je suis heureuse d'entendre Étienne dire comment on fait. C'est-à-dire, les deux camps s'accusent, mais comment on fait? Mais il faut commencer quelque part, Étienne. C'est vrai que le dialogue doit être inclusif. Mais il faut que ce soit les chefs de famille qui convoquent. Toutes les plateformes de l'opposition se sont réunies autour d'Henri Konan Bédié. Mais il va bien falloir que ce soit Henri Konan Bédié qui les convoque à la discussion. Vous ne pouvez pas dire on veut un dialogue inclusif, pardon. Et figer cette rencontre. Voilà, et l'agenda qui sera établi, mais qui va le donner? La preuve, tout le week-end, le chef de file donc, a discuté avec ses ouailles. Voilà un peu pourquoi je dis que la sagesse africaine, il ne faut pas l'oublier. Voyez-vous, je fustigeais tout à l'heure Ali, et vous me laisserez un peu développer sur cela, s'il vous plaît. Vous avez une minute. J'ai remarqué que les hommes... Non, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous avez une minute, allez-y. Voyez-vous, la diatribe politicienne a pris le pas sur la politique. Ça, vous l'avez dit. Nos tribus ont des constitutions. Nos groupes ethniques, il n'y en a pas tant que ça. Il y a 60 ethnies, mais divisées en 4 grands groupes ou 5. Ont des constitutions, elles ne sont pas écrites, elles existent, elles sont verbales. Mais nous avons conçu des modèles hors sol. Les pays africains, nous ne savons pas sur quelle base reposent les textes que nous prenons ça et là. Nous avons copié des textes qui viennent de la Révolution française de 1789. Nous en avons pris là, nous en avons pris là. Mais diantre, quand est-ce que nous allons faire une introspection pour résoudre nos crises? Et les médiateurs existent. Il y a des chercheurs ivoiriens qui ont fait des thèses, qui dorment encore à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, quand on en parle aux politiciens, ils disent mais vous allez nous ramener en arrière, nous sommes en République. Mais la République, là, elle n'est pas née de Mars. La République repose sur des textes qui datent de la Grèce antique. Ce que vous dites, il faut s'inspirer de nos valeurs et traditions. Il faut convoquer notre culture. Et le disant, ça ne veut pas dire qu'on va retourner à Benouye, etc., etc. On a des chercheurs qui ont travaillé sur la question. Je citerai par exemple le professeur Amoyoba. Il faut s'en inspirer. Il faut, alors je ne dis pas, avant même d'arriver... Non, s'il vous plaît, Étienne. Avant d'en arriver même au colloque, comment on appelle, le forum de la réconciliation, mais il faut des séances de travail B2B, comme quand on part en mission, comme on est assis là, gouvernants, opposition, chercheurs. Mais qu'est-ce qui fait? Parce que voyez-vous, 2020 ressemble à 2010. C'est une forfaiture. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On a des psychologues. Le professeur Marietou Koné en est. On a écouté aujourd'hui le professeur, un de ces professeurs-là sur la RTI. Docteur Prégnon. Exactement. Alors, ne vivons pas, et moi je pense que les crises que nous vivons et qui sont à répétition, parce que 2020 est vraiment une réplique de 2010 seulement, que les acteurs ont changé de place. C'est tout. Très bien. Alors, voilà, il faut que ce B2B entre le président Bédié et le président Alassane Ouattara nous plonge dans la prospective. Très bien. Guillaume Bateau. Moi, j'ai un seul problème. Après cette rencontre, quelles sont les perspectives selon vous? Oui. Ce à quoi on devrait pouvoir aboutir, si le président Ouattara est sincère. Il a dit qu'il était sincère. Oui.
J'en doute. Enfin, oui, c'est votre point de vue. Allez-y. Oui, je vous ai dit, s'il est sincère, parce que le président Ouattara dit une chose en même temps et dit son contraire. Je veux discuter avec l'opposition, ça ferait le président Bédié la tête de pont, mais le premier collaborateur du président Bédié, le professeur Maurice Tariq-Gouyavé, est en prison. Le directeur de cabinet du président Bédié est en prison. Ceux qui sont censés préparer les dossiers sur lesquels vont discuter le président Bédié et le président Ouattara. Le porte-parole du CNT, le président Afin Geza, est en prison. Alors, de deux choses l'une, ou il va les faire sortir, parce que s'il veut discuter, si le président Bédié n'a pas son directeur de cabinet avec lui, n'a pas son secrétaire exécutif en chef avec lui, je me demande comment le président Bédié pourrait poursuivre cette discussion. Mais il faut déjà saluer le fait que cette rencontre a eu lieu et a permis surtout de faire baisser la tension. Parce que le risque vers lequel nous couvrions, c'est que les violences se généralisent dans l'Abidjan et ça aurait été vraiment la guerre civile. Donc, moi, ce que, pour juger de la sincérité du président Ouattara, dépendra des actes qu'il va poser. Et quand vous regardez toutes les chancelleries, les diplomates qui sont intervenus, ça et là, ils ont demandé des actes concrets. C'est vrai qu'on va encore parler d'impunité, mais on est devant, on ne dit pas seul. Ceux qui doivent être les interlocuteurs du président Ouattara, à 80%, soit en prison, soit cachés. Mais il ne va pas parler seul. Donc, comment vous réagissez s'il vous plaît, Ali, en 30 secondes. Non, je reviens à vous, Marie-Gisèle. S'il vous plaît. Abel Dioré. Marie-Gisèle, je reviens à vous. Je voudrais dire... S'il vous plaît. Je voudrais dire à mon voisin, Guillaume, c'est ça? Franck Etienne. C'est moi, monsieur Guillaume. Guillaume Batou. Guillaume, c'est moi. D'accord. Je voudrais dire à Franck que son bandit, il faut qu'il le recherche ailleurs. Ouattara n'est pas un bandit. Ça, Non, j'ai dit de la conception des deux. Hein. Non. Je voudrais relever ça et puis on va avancer. Rien n'obligeait le président Ouattara à tendre la main à son aîné, Henri Konan Bédié. Donc, il ne faut pas qu'on me pose le problème de sincérité. Non, il est sincère. C'est pour ça qu'il a tendu la main. Alors, vous dites après leur rencontre, mais cela a donné de l'espoir d'abord, cette rencontre, aux Ivoiriens et même de l'espérance à toute la nation. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'opposition descende de ces nuages et de ces bulles et qu'elle revienne sur terre pour que, de façon sérieuse, nous posions les problèmes de la Côte d'Ivoire dans les lignes de la Constitution qui régit donc l'État de Côte d'Ivoire. En dehors de ça, aucune autre démarche ne peut prospérer. Voilà. Aucune autre démarche ne peut prospérer en dehors de la Constitution que nous nous sommes donnée librement et qui gouverne donc les différents actes que nous prenons et qui font avancer donc la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai, nous devons tous encourager donc ce dialogue. Nous devons appeler les uns et les autres à mettre balle à terre afin que la tension retombe et que nous attaquions donc au problème du développement. Maintenant, on pose le problème des collaborateurs du président Bédié qui sont interpellés, d'autres qui sont en fuite et tout ça. Bon, il faut reconnaître qu'il y a des actes qui ont été posés. Il y a des Ivoiriens qui ont été tués. Moi, je vais aux élections. J'appelle de tout mon vœu que les Ivoiriens participent à des élections le 31 octobre 2020. Mais je ne peux pas en même temps appeler les Ivoiriens à aller voter et puis les massacrer. Non, l'opposition avait intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'élection. Et ils l'ont dit sur tous les toits. Ils l'ont dit sur tous les toits. Donc, ils ont créé les conditions pour que, par tous les moyens, ces élections-là soient empêchées pour que soit créé un vide constitutionnel pour donc faire prospérer leur CNT. Malheureusement, ils n'ont pas compté avec la détermination que nous qui voulions, donc que la Constitution soit respectée. Ils n'ont pas compté avec cette détermination. Les élections ont eu lieu et malheureusement encore pour eux, ils n'ont pas actualisé leur logiciel et ils sont allés proclamer donc le coup d'État. Et bon, ça a donné ce que ça va donner. Très bien. Voilà. Alors, Blé Guiraud, vous êtes secrétaire général de l'UDPCI, votre mentor... Secrétaire permanent de la plateforme. Arc-en-Ciel. Très bien, Arc-en-Ciel. Alors, votre mentor, Albert Mabry-Toakeu, c'était aux côtés des autres leaders qui ont constitué le Conseil national de transition, lequel conseil semble avoir pris du plomb dans l'aile. Aujourd'hui... C'est vous qui le dites, hein. Enfin...
Aujourd'hui, le président Ouattara et le président Bédié se sont vus, ils se sont parlé, on va vers un dialogue. Vous approuvez cela? Non, mais ça dit que si vous suivez un peu tout ce que l'opposition pose comme acte, vous aurez compris que ce qui a été fait le 11... Non, on a bien compris. Non, ce qui a été fait le 11 a été déjà demandé par l'opposition. Oui, ça on l'a bien compris. Donc vous l'avez dit. Vous dites que nous approuvons que bêtement, il y a un début du dialogue. Ce qu'on l'avait fait avant, c'est pas là où... Et ça doit être quoi la suite pour vous? La suite, là, c'est clair. On ne peut pas aller à une table de négociation en ayant été bâillonné ou avec un fusil sur la tempe. Et Guillaume Bateau l'a dit un peu. C'est dans la Constitution, donnez-moi l'article de la Constitution qui dit qu'il faut mettre des blocus devant les résidents des leaders. C'est écrit où dans la Constitution? C'est écrit où dans la Constitution où, sans enquête, on désigne les coupables. Est-ce que vous voyez? Donc, si le Ouattara et son clan, et je demande à mon aîné, il ne cas descendre sur terre, parce que c'est eux qui sont dans les nuages, si véritablement ils descendent sur terre, ils vont comprendre que véritablement, le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est fatigué. Le peuple de Côte d'Ivoire... Et ils ne vous pas suivi? Vous savez que vous voyez... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Terminez. Terminez. Pirate. Je suis en train de dire que cette discussion, ce début-là, on l'a approuvé. On a même amené le président Bédié à y aller, parce qu'il a demandé l'avis de tout le monde avant d'y aller, pour montrer nos bonnes foi, pour montrer ce que nous sommes depuis, à savoir les artisans de paix. Est-ce que vous voyez? Mais en même temps, et là vous avez écouté les deux leaders, Ouattara et Bédié, ils ont dit qu'il y aura une rencontre. Mais la rencontre arrive maintenant, c'est une rencontre qui a commencé, par des préalables, avant d'arriver dans le fond du sujet. Les préalables, c'est quoi? Et là, j'ai été devant moi ici, la levée des blocus. Aujourd'hui, on dit que les blocus sont levés. Allez devant la résidence de mon leader, les 3 cargos qui étaient, 2 sont partis, le troisième est parti se positionner devant la clinique Farah, avec à côté une double cabine vide teintée. On dit que le blocus est levé, ça fait quoi là? Est-ce que vous voyez? Ensuite, la libération du président a passé à Afrique Guessan. On nous dit que non, on l'a entendu, ça c'est le procureur qui dit on va le libérer bientôt, il est encore en prison. Donc vous demandez la libération... Et je vous informe que depuis 48 heures, ses avocats et sa famille ne savent plus où il est. Ensuite, nous demandons la cessation de toutes les poursuites non justifiées contre les leaders de l'opposition. Alors malheureusement, à cause du temps, on ne pourra pas égrener toutes les revendications. Je dis donc, je pas dit qu'il y a des préalables avant maintenant la prochaine rencontre. On est d'accord pour la paix, on est d'accord pour la discussion. Est-ce que le RHDP sera ouvert à ces préalables? Mais allez, je n'avais pas fini. Ah d'accord, non, terminez, s'il vous plaît, terminez. Je n'ai pas fini. Je suis de dire qu'autant on est d'accord pour l'appel au dialogue, autant l'opposition dans la globalité a des conditionnalités pour aller au dialogue. Parce qu'elle a dit, et le maire a dit, il ne faut pas qu'on demande aux Ivoiriens. Parce qu'on a dit, et puis après ça ne sera pas fait, on va revenir encore dans 2010, on va revenir en 2020, et puis après 2025. C'est bien entendu, Bléguiraud. Je suis bien obligé d'avancer. Donc ce dialogue-là a des préalables, et avant d'arriver au fond du problème. On vous a bien entendu. Abel Dioré, rapidement, 1 minute. Les préalables, s'ils en posent... S'il vous plaît. Les préalables, s'ils en posent, le président de la République serait donc le mieux placé pour les analyser. Mais je pense que il y a des chemins qu'il ne faut pas emprunter quand on sait que c'est des chemins sans issue. D'accord. Quand on sait que c'est des chemins sans issue, il ne faut pas les emprunter. Donc, il y a des préalables qui n'auront pas leur sens d'être, tout en se disant que nous devons aller à la paix. Donc, il faut faire le sacrifice sur soi. Il faut faire une certaine élévation d'esprit pour pouvoir avancer. Très bien. Voilà. Il ne faut pas tourner les Ivoiriens en rond. Les Ivoiriens sont fatigués. On a demandé à ce que, par tous les moyens, on tue les Ivoiriens. Le mot d'ordre est passé. Plein d'Ivoiriens ont été tués. Bon. C'est bien entendu. Pour la paix, le président Ouattara est prêt à faire donc tous les sacrifices. D'accord, très bien. Antoine Saleh Timongo. Je me dis que j'ai fait une première observation. Je ne suis pas sur le plateau en tant que maire de Thiès-Salé. Absolument. Pas mandat pour parler au nom de la commune. Je suis là en tant que journaliste et patron de presse. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est par rapport à ce que M. Abel Dioré a dit en disant que le chef de l'État n'était pas obligé d'aller au dialogue. Je ne partage pas cet avis-là. Je pense que le chef de l'État était obligé d'aller au dialogue. Parce qu'on ne gouverne pas sur les ruines. On gouverne des gens et ils doivent être en vie. Un président peut être élu, sortir d'une élection et voir son pays aller à la destruction et dire qu'il n'est pas tenu d'aller vers les autres. Non, il est tenu d'aller vers les autres parce qu'il faut que les Ivoiriens continuent à vivre.
Première précision. Maintenant, par rapport à la rencontre que les deux ont eue, j'allais dire, le président Bédié et le président Ouattara sont des euphotistes. Hein, et le fautisme a plusieurs valeurs. La paix, le dialogue, même s'il y a un avatar qui est le fait de mourir au pouvoir. Qui est aussi une valeur de l'euphotisme. Il faut le reconnaître. Et tout ce monde-là qui se déplace de camp à camp, c'est des euphotistes. Il y a une des valeurs, c'est de rester au pouvoir jusque dans la tombe. Donc, cela dit, il faut voir la suite. La rencontre a eu lieu, ils ont dit que c'était une prise de contact. Et qu'après, il va y avoir des coups de fil, après il va y avoir d'autres rencontres pour qu'ils parlent dans le fond. Mais j'ai vu les communiqués qui ont été faits. Et moi, je suis un peu inquiet, en fait. Parce que si la plateforme a pour président Bédié comme le leader, je pense que chacun devrait se reconnaître en lui et le laisser mener les choses. Mais il y a eu pas de 4 communiqués de l'UDPCI, de GPS, du FPI, sur le même module de négociation. Je pense que ça crée un peu de désordre. Il y a cette plateforme. Voilà. Et donc chacun a sa compréhension de la négociation. Et je pense que ça peut faire désordre et bloquer un peu les choses. Il faut qu'à ce niveau-là aussi, vous harmonisez un peu vos vues et que le président Bédié porte la voix de tout le monde. Sinon, après, on ne sait plus qui parle. Puisque pendant que le président Bédié veut négocier, ils disent qu'il faut dégager le président Ouattara pour qu'on mette en place la transition. On n'est pas dans la cohérence. Très bien. Alors, on a parlé, messieurs, des 2 grands. Il y a un 3e grand, l'ex-président Laurent Gbagbo, dont une information relayée par des confrères disait notamment que son passeport serait en passe de lui être remis. Ce serait une action de nature à décrisper davantage l'atmosphère politique. Franck Etienne ? Oui, je veux dire que on peut déplorer qu'on arrive à une sorte de marchandage aujourd'hui autour du retour de Laurent Gbagbo. On peut le déplorer parce que un Ivoirien, je veux dire, qui est à l'extérieur et qui, heureusement, a été acquitté par la justice, devrait être même revenu en Côte d'Ivoire depuis. Voilà. Mais après, il y a eu, et Assalé Timoko l'avait dit en début, il a dit tactique, il a employé le mot, je prends juste le mot, pour dire qu'à un moment donné, on a l'impression que les politiciens jouent trop de tactique, là où on peut juste poser quelque part pour envoyer les Ivoiriens à la réconciliation. Prions Dieu, nous on a appris aussi que cette semaine, c'est-à-dire la semaine qui commence demain lundi, que le président Laurent Gbagbo retrouverait donc son passeport et qu'il rentrerait en Côte d'Ivoire. Encore que lui-même, au cours de son interview, a dit que il ne voulait pas rentrer, il ne voulait pas que sa rentrée en Côte d'Ivoire constitue... créer des troubles. Et donc, peut-être qu'avec son passeport encore, il va prendre le temps d'analyser, d'approfondir, de regarder, mais vivement que un chronogramme d'action concrète, de décrispation se mette en place. Marie-Gisèle ? Alors, Laurent Gbagbo, un retour imminent, oui, c'est nécessaire. Je ne vais pas revenir donc sur ce que nous savons tous plus ou moins, mais c'est le président Laurent Gbagbo, donc interrogé par notre aîné Denise Epoté, qui a dit il faut continuer la négociation. Et quand Denise Epoté lui demande Monsieur le Président, les élections ont lieu dans 2 jours, est-ce qu'après le 31, il faut encore négocier? Dans sa verve habituelle, le président a dit Madame, il faut continuer de négocier. Donc le retour de Laurent Gbagbo, s'il a lieu comme vous le dites, va faire que les 3 acteurs de l'élection de 2010, parce qu'à mon sens, c'est la même élection que nous vivons, vont se retrouver, analyser la situation, parce que comme Assalé le disait tout à l'heure, on ne peut pas gouverner sur des ruines. Les politiciens prétendent faire notre bonheur, mais le substrat, c'est-à-dire la substance sur laquelle ils doivent veiller, là, c'est la vie, ce sont nos vies. Donc si le pays n'est pas en paix, si les souffles sont suspendus, si le silence est assourdissant, mais qui gouverne-t-on et quoi gouverne-t-on? Voilà ma analyse de la situation. Moi, je voudrais vous dire que ce serait une joie pour les militants du FPI, la famille du président Laurent Gbagbo et tous les Ivoiriens, que comme l'a dit le frère, il rentre chez lui enfin, après avoir été acquitté. Mais je ne crois pas à ce que le président Ouattara a dit. Je ne crois pas. Je vais vous dire pourquoi.
Il y a une interview qu'un de vos confrères lui a accordée avant les élections. On lui a dit, Laurent Gbagbo a quitté, est-ce qu'il peut rentrer? Il a rappelé la condamnation de Laurent Gbagbo par rapport au cas de la BCAO. En oubliant les cas de la BCAO de Bouaké, de Man et de Korogo, on dit Laurent Gbagbo était parti, donc on cassé la BCAO d'Abidjan. Est-ce que vous voyez, ils ont rappelé ça. Ça veut dire clairement que et le président Ouattara ce jour-là a dit que Gbagbo, quoi qu'il a quitté, ne peut pas rentrer maintenant au pays. Donc je ne crois pas, parce que on est, et là je suis d'accord avec le directeur général Atemogo, on est dans un pays aujourd'hui où la parole n'a plus de valeur. Or, vous le savez très bien qu'un pays, c'est la confiance. D'accord. Entre les hommes. Cette confiance est en train d'être rompue, et aujourd'hui, le plus petit n'a plus confiance. On dit quand serpent t'a mordu, tu vois, avec des têtes, tu as peur. Abel Dioré, réaction? Oui, non. Ce que je voudrais dire ici, c'est que quand on parle de Laurent Gbagbo, on parle d'Abel Dioré. Vous avez dit tout à l'heure que je suis député RHDP. C'est cela. Mais je suis député de Ouagaïo. Je suis député de Ouagaïo et j'allais dire en profondeur que le siège que Laurent Gbagbo a occupé quand il était député, c'est ce siège que j'occupe. Donc, qui parle de Laurent Gbagbo parle de moi. Voilà. Donc là, il faut que ce soit clair, il faut que ça se, il faut qu'on le sache. De la sincérité du président Ouattara parlant de Laurent Gbagbo, je voudrais dire à mon frangin Blé Guiraou qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. Et ça me permet de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur lequel le maire Assalé a rebondi. J'ai dit que le président Ouattara, personne ne l'a obligé à lancer donc, à tendre la main. Personne ne l'a obligé. Mais c'est de la même façon que personne n'obligera le président Ouattara à faire venir Laurent Gbagbo. Le président Ouattara, de par son propre chef, verra que son frère Laurent Gbagbo a sa place ici, en Côte d'Ivoire, pour participer à la vie de la nation. Donc, il fera ce qu'il a à faire pour que le président Laurent Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous dire, je vous fais peut-être une confidence, mais il nous reçoit, il me reçoit. Et chaque fois qu'il me reçoit, il me parle de Laurent Gbagbo, il me parle de la venue de Laurent Gbagbo, et il est dans de très bonnes dispositions d'esprit pour que Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. Vous souhaitez qu'on ne lui fasse pas un procès d'intention? Ce n'est pas une fin, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est de la réalité. Et quand il prendra donc les dispositions, le président Laurent Gbagbo viendra en Côte d'Ivoire avec donc la bienveillance du président Ouattara. Très bien. Ça, il faut que ça Diom Bato. Oui, moi, comme c'est un élu du RHDP, heureusement qu'il est de Ouagaïo. Oui, je suis de Ouagaïo. Et qu'il dit, alors, si on l'écoute, l'honorable Abel Dioré, ça dit que la vie de tous les citoyens ivoiriens est suspendue au bon vouloir du président Ouattara. Or, ce n'est pas le cas. Alors, il a parlé longuement de constitution. Mais la même constitution dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté depuis pratiquement 2 ans. Il y a eu appel. Oui, mais tenez-en compte. Il peut partir d'ici. Je vous rappelle que le président Kenya, Uhuru Kenyatta, a comparé plusieurs fois à ces pays en étant dans son pays. Si tel est que le président Ouattara vous reçoit et vous parle souvent du président Gbagbo, on voit que ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Peut-être que vos confidences, vos discussions ne vont pas très loin, malheureusement. Donc, moi, ce que je dis, mais il ne faut même pas aussi faire Franck l'a dit, de faire une sorte de chantage, parce qu'il n'y a pas que le président Gbagbo qui est à l'extérieur. Et il y a le président Soro. Alors, le président Ouattara a été clair là-dessus. Il dit, lui, c'est la perpétuité. Là, on parle de Laurent Gbagbo, là. Oui, je veux dire, il y a Blé Goudé Charles, qui aussi a été acquitté aussi comme le président Gbagbo. On ne parle même pas de lui parce qu'il n'a pas été chef d'État. Mais c'est un problème. Il faut que toutes ces questions soient mises sur la table. Parce que si on veut régler de façon individuelle ou à la tête du client, je crois que la décrispation que tout le monde souhaite ne va pas arriver. Donc, moi, je souhaiterais que l'honorable Dioré, la prochaine fois qu'il va rencontrer le président Ouattara, il lui dise, président, je pense qu'il serait bien de traiter tous vos concitoyens de la même façon, vis-à-vis de la loi, et que Soro Guillaume, même si vous les antécédents avec lui, que Blé Goudé, même s'il est plus jeune et qu'il n'a pas été encore chef d'État, puisse aussi bénéficier de votre magnanimité, puisque apparemment c'est ce que l'honorable... Très bien. Diom Bato vous a bien compris. Antoine Assalé Timoko. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, en 2012, le ministre de la Justice, Nyelema Koulibaly,
avait dit sur les plateaux... ministre de la Justice d'alors. Sur les plateaux de télévision internationale, que le transfèrement de M. Laurent Gbagbo à la CPI allait accélérer la réconciliation. Je me souviens que mon journal avait fait une publication pour dire au ministre qu'il avait commis, là, entre guillemets, une vraie bêtise en disant cela. Preuve, 10 ans plus tard, la réconciliation dont il a parlé n'était pas effective. C'est la politique qui a envoyé le président Gbagbo à la CPI. Il a été jugé à la CPI. Provisoirement, le droit a été dit, puisqu'il y a un appel qui est pendant. Mais je veux dire, c'est la politique qui va le faire revenir en Côte d'Ivoire. Parce que comme il a dit lui-même, et là, c'est ça la politique en réalité. Et là même, je me demande si le président Gbagbo n'est pas en train de devenir un peu foutiste. Et il dit qu'il aurait pu rentrer en Côte d'Ivoire, mais il n'a pas fait parce qu'il ne veut pas que ça crée des troubles. C'est un message politique. Ça veut dire qu'il demande au président Ouattara de créer les conditions pour qu'il revienne dans son pays. Il est ancien chef d'État. Il a un statut qui est attaché à cela. Il a ses droits qui ont été suspendus. Tout ce qui lui revient de droit doit être remis en place avant qu'il ne revienne dans son pays. Non pas comme un bandit, mais comme un homme qui a été jugé, déclaré innocent, qui revient en homme libre. C'est un fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que toutes les conditions soient créées pour que tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur et qui peut-être ont commis des fautes, mais pour lesquels on a été jugés et la faute n'a pas été reconnue, il faut qu'ils rentrent. Pour qu'ensemble, on reparte sur de nouvelles bases. Que les Ivoiriens arrêtent de vivre dans le stress. Parce que la politique est en train de détruire les Ivoiriens. Des gens qui vivaient depuis 30 ans, 40 ans ensemble, en une journée, se sont découpés à la machette par rapport au discours des hommes politiques. Il faut qu'on mette fin à ça. Parce que nous, on est sur le terrain, en tant qu'acteurs politiques maintenant, et on voit ce qui se passe. Les discours politiques sont un vrai venin dans l'esprit des Ivoiriens qui n'ont pas les moyens de vérifier ce que les politiques disent sur le terrain. Et ça, c'est dangereux. Et c'est très dangereux, comme ce qui a été constaté justement en bateau, des caches d'armes démantelées et leurs présumés propriétaires mis aux arrêts en bateau. Cette localité théâtre de violences mardi dernier, un coup de filet du général Alexandre Apalo-Touré à pied d'œuvre dans cette ville afin de rétablir la confiance entre les populations. Un reportage exclusif de Thiemé Danger et Eric Kimo. Bateau. Ici, le démon de la division a fait beaucoup de mal. Sur ce théâtre chaud, pas question pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale qui veut éteindre le feu des violences intercommunautaires de laisser faire. Descend alors sur le terrain. Il est parsemé d'embûches. Sur le bitume, comme sur les pistes, le général opte alors pour la carotte. On nous fait des alertes, on dit que les gens arrivent. Donc nous, on doit barrer ici pour ne pas que les gens impliquent notre village. Oui. Non, il faut écouter. Ouais. Ça aussi, voilà. C'est fait exprès. Vous voyez, non? C'est fait exprès pour dire, pour vous mobiliser, pour que vous ayez des mauvaises choses dans la tête. Opération fructueuse. Des villageois sont ralliés à la cause de la levée des barrages. La voie ouverte, destination maintenant bateau. À l'arrivée, l'atmosphère est encore tendue. Alexandre Apalo-Touré enchaîne les rencontres. Premier hôte, les autochtones à Anikro. Il y en a parmi nous qui sont côté du Lacro. Ils habitent là-bas. Aujourd'hui, on les a mis au dehors, ils sont là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, comment les loger? Ils sont au dehors. On veut rejoindre nos différents cours. Ça fait 2 jours que nous ne l'avons pas non plus. Le général de division Alexandre Apalo-Touré est formel. Il faut sortir de la logique belliciste alimentée par les rumeurs. Il faut réconcilier. Hein? Faut. Doucement, doucement. Ça a compris? Ok. Merci, hein? Merci à vous tous. Peu après, cap sur Dioulacro. Chef religieux, jeunes leaders communautaires, tous sont mis en mission de paix. C'est à vous de prendre conscience et de savoir que s'il y a le désordre, s'il y a les palabres, ça n'arrange personne. Regarde, tu deviens là, la ville est vide. Tu ne peux pas dormir tranquille chez toi. Si on fait ah, ton cœur va sauter. C'est les maladies qui viennent. C'est pas vrai? Voilà. Or, s'il y a la paix, et ils gagnent, vous gagnez. Tout le monde gagne. À la carotte, le patron de la maréchaussée ivoirienne allie le bâton. Là encore, la moisson est bonne. Des caches d'armes sont démantelées. Une dizaine d'armes et munitions saisies et leurs présumés propriétaires mis aux arrêts. Sur le terrain, de jour comme de nuit, l'activisme citoyen du général de division fait baisser la tension. Des commerces, comme cette boulangerie, rouvrent leurs portes. L'impatience fait des mécontents. Calmez.
On a faim, on peut venir manger, vous faire parler. Quelle parole ça a commencé là, c'est terminé. Le feu de la division a malheureusement fait des victimes. Le bilan officiel s'établit comme suit. 6 morts, dont 5 par balle, et 1 des suites d'une hernie étranglée à domicile, n'ayant pas pu accéder à l'hôpital du fait des violences, et 38 blessés, dont 36 par balle, 1 par machette et 2 par projectile. Un lourd bilan, des violences dont Mbato se remet difficilement. Voilà, on vient de le voir, Mbato, évidemment, qui se remet difficilement de ces violences. Qu'est-ce qui explique tout ça, en fait, toutes ces violences? Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé à Mbato? Oui, Franck? Mbato, sincèrement, c'est une situation très déplorable. Mais Mbato est a été un peu plus victime de fake news, de désinformation, mais grave. Et puis les réseaux sociaux ont amplifié un certain nombre de situations. Aujourd'hui, on a comme l'impression en Côte d'Ivoire qu'il y a des personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui fabriquent vraiment l'information à une vitesse exponentielle et qui mettent de l'huile sur le feu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une initiative, qui est l'initiative du Replersi, le réseau de la presse en ligne. Ils appellent Ivoire Tchèque. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est des initiatives qu'il faut encourager. Peut-être même que le gouvernement devrait profiter, renforcer Ivoire Tchèque pour que, en même temps que l'information est reçue, en même temps que la vraie information, la fausse information est reçue, en même temps que la vraie information est donnée. Sinon, Mbato, c'est vraiment, et ça a été la guerre de la communication et tout ce qui est arrivé, c'est dramatique, mais ça a été la guerre de la communication. Jean Mbato? Oui, je pense qu'il ne faut pas isoler, outre mesure, le cas de Mbato. Ouais. Parce qu'avant Mbato, on a vu Gagnoua, on a vu Dabou, on a vu Daoukro, on a vu Bonois. C'est une situation malheureusement qui est générale. Mbato est la dernière en date. Oui, et comme nous évoquons l'actualité de la semaine, c'est pour cela qu'on évoque Mbato. Mbato est le dernier cas. Donc, Franck parle de fake news, tout ça. Moi, sans négliger l'aspect des fake news, mais c'est le discours politique. Vous avez entendu, avant cette campagne, certains, je ne citais pas de nom ici, disent oui, mais Monsieur le Président, permettez-nous de vous désobéir parce qu'on va faire ceci. Bon, l'opposition. Et donc, certaines communautés, par un certain nombre de débats, se sont senties parfois piégées. Certains ont pensé qu'il fallait défendre leur régime, d'autres pensaient qu'il fallait défendre l'opposition. Et ça, c'est la fracture, c'est la conséquence du débat politique. Malheureusement, Mbato a été un cas emblématique, mais je veux dire que ce qui s'est passé à Daoukro, c'est tout à fait aussi difficile à supporter. Donc, aujourd'hui, il y a une réalité. Il faut que non seulement la parole publique, on va terminer par ça, la parole publique soit responsable et qu'elle ne peut pas se permettre de se libérer de toute restriction morale. C'est très important. Très bien. Marie-Josée Nguessan, c'est vrai que les réseaux sociaux ont eu leur part dans ce qui est arrivé à Mbato. Alors, je commencerai sur les réseaux sociaux pour terminer sur ce qui, pour moi, me semble essentiel. Il faut qu'il y ait une politique gouvernementale sur les réseaux sociaux. Cela ne veut pas dire les interdire, cela ne veut pas dire les contrôler à tout va. Mais il faut que le gouvernement se saisisse à travers le ministère de l'économie numérique de cette question. Parce que les réseaux sociaux sont venus trouver nos enfants, adolescents, qui n'ont pas encore la construction nécessaire pour faire la différence entre le monde virtuel et le monde réel, alors que les débats sur les réseaux sociaux, même s'ils sont virtuels, ont un impact réel sur nos vies. Et il y a des individus, ma foi, qui entretiennent vraiment la haine sur les réseaux sociaux. Mais je vais emboîter le pas à Guillaume, qui a donc fait appel à la responsabilité des hommes politiques. Et c'est en cela que je fustige donc la diatribe politicienne. Mais je ne vais pas, les interpeller pour cette fois. Parce que quelqu'un peut vouloir te conduire dans une direction, mais il y a la question du bon sens. Et c'est en cela, après avoir parlé donc des politiciens et de l'intelligentsia, mais les populations elles-mêmes ont une responsabilité, Ali. Celle de ne pas se laisser manipuler, notamment. Mais bien entendu, parce que vous vivez ensemble.
vous vous êtes mariés entre vous, vos enfants jouent ensemble. Mais d'où vient-il qu'un appel politique ou une nouvelle sur les réseaux sociaux vous mette en tête qu'il faut prendre une machette et découper votre voisin? Vous avez déjà vu ça dans beaucoup de nos villages et c'est en cela que j'en appelle à nos cultures. Les Africains qui vivent dans les villes et dans les gros villages ont l'impression qu'ils sont hors sol. Mais enfin, quand une telle question se présente à vous, mais faites appel à votre bon sens. On n'est pas obligé, nous ne sommes pas des enfants. Quelqu'un s'arrête dans la télé, dit ceci. Sur les réseaux sociaux, on dit ils arrivent. Mais enfin, vous avez du bon sens. Absolument. Il faut que les populations exercent leur bon sens. Très bien. Blé Guiraud. Oui, moi, je voudrais dire, et là, Guillaume l'a dit, un bateau, c'est la décadence totale de la Côte d'Ivoire. C'est la défiance. Un bateau, c'est avant, c'est Daoukro, c'est Gagnoua, c'est Bonois. Pourquoi diandre on est arrivé là? Que les Ivoiriens décapitent un des leurs. Les Ivoiriens brûlent avec de l'essence un des leurs. C'est trop grave. Mais aujourd'hui, on a oublié, on a eu le 15 novembre, Journée nationale de la paix. Et le père fondateur de ce pays a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il faut que dans nos actes, dans nos discours, on sente qu'on veut la paix. Il ne faut pas, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on use des tactiques. Parce qu'on veut affaiblir l'autre, on croit qu'on fait la paix, mais arrêtez, on veut atteindre un objectif avec un plan B, un plan C. Est-ce que vous voyez? La paix, là, c'est un comportement et c'est un tout. Et je voudrais inviter tout le monde à faire en sorte qu'on n'en arrive pas là. Mais pour ça, les gens parlent de l'opposition à tuer. On a eu les identités de ceux qui sont décédés, qui ont été tués. On a les identités dont l'opposition tue ses propres militants. On a les identités. Et c'est pour ça qu'on est étonné que le procureur de la République, si friand d'habitude a fait des enquêtes, est un peu lent. Un peu lent. Bonois, on n'a pas encore les résultats d'enquête. Gagnoua, on n'a pas les résultats d'enquête. Daougro, on n'a pas les résultats d'enquête. Et une bateau, ça a juste sans compter les autres villes avant. Est-ce que vous voyez? Un pays moderne et modèle a une justice moderne et modèle qui n'est pas aux ordres. Très bien. Notre justice, malheureusement, est aux ordres de l'exécutif. Abel Dioré. Oui, moi, je voudrais dire que cela devrait donc appeler le sens de la responsabilité des hommes politiques et surtout des hommes politiques de l'opposition. Parce que quand on lance et on demande à ces militants de s'opposer par tous les moyens à une élection, mais par tous les moyens, on ne contrôle plus les moyens qui vont être utilisés. Et c'est ça qui donne un bateau. C'est ça qui donne un bateau. Donc, je voudrais dire qu'il faut que les gens de l'opposition, encore une fois, reviennent sur terre et qu'ils abandonnent tous leurs plans machiavéliques, qu'on s'inscrive résolument dans la pacification de la Côte d'Ivoire, comme l'a commencé le président Ouattara. Et c'est à ce seul prix que les Ivoiriens donc, vont se sentir, j'allais dire, rassurés et participer de façon sérieuse au développement de la Côte d'Ivoire. Ne perdons pas le temps dans des conflits inutiles. Restons résolument inscrits dans la Constitution et nous irons de l'avant pour donc faire prospérer la démocratie. Très bien. Antoine Lansana Timoko, on termine avec vous. Bien, je veux dire que cette dernière crise est révélatrice de plusieurs choses. Première chose, le peuple ivoirien est fractionné, est fragmenté, du fait de l'action conjuguée depuis 30 ans de la classe politique ivoirienne. Première chose. Deuxième chose, cette crise est révélatrice de ce que la classe politique, les grands partis politiques, notamment ceux qui bénéficient du financement public, ont échoué. Parce qu'on vient de découvrir qu'ils ne font aucune formation à l'esprit démocratique pour leurs militants. Et ça, on l'a vu dans les villages, dans les quartiers où il y a eu les affrontements. Les gens n'ont aucune culture de la démocratie. Dès l'instant où un message est passé, personne, ni les élus locaux qui sont dans ces partis politiques, ne va sur le terrain pour expliquer à leurs militants le sens des messages dont ils passés. Et ça, on laisse aux citoyens la latitude de se défendre sur le terrain avec les moyens qu'on lui a indiqués. C'est très grave. Ainsi. Ensuite, la classe politique dans son ensemble, aujourd'hui, est à la croisée des chemins. Les Ivoiriens, majoritairement, ont décroché de la politique ivoirienne. Même la désobéissance civile a été lancée. C'est une arme politique pour amener un pouvoir à poser des actes. Ce n'est pas des affrontements. Comment ça peut amener des gens à prendre des machettes
pour découper des gens qui marchent simplement pour demander un droit? Comment ça peut amener des gens à abattre des arbres pour provoquer des accidents qui conduisent à des morts? Je rappelle que les victimes de Mbato, il y a 2 qui étaient blessés graves, qui n'ont pu être évacués parce que les voies étaient fermées. L'un dans l'autre. Et les gens refusaient de lever les barrages, alors que les gens étaient dans l'ambulance. Vous voyez, c'est très grave. Ce qu'il faut faire, c'est qu'au-delà du dialogue qui va venir, que, encore une fois, la justice ivoirienne joue son rôle cette fois-ci. Et que dans tous les camps, on recherche les gens qui ont commis des crimes. C'est bien entendu. Et qu'on les punisse tous et qu'on fasse témoignage pour tout le monde. Guillaume Bato, Marie-Gisèle Nguessan, Blé Guiraud Debadea, Antoine Assaletier-Moko, Franck Etienne, Honorable Abel Djoré. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Si vous êtes intéressés par le débat, n'hésitez pas à nous joindre pour participer à l'émission NCI 360. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos antennes.